Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Mémorial de la Shoah. Nous clôturons aujourd'hui la première partie d'un cycle de rencontres consacré à l'engagement des étrangers dans la résistance durant l'occupation allemande de la France. Ce cycle a été programmé à l'occasion de l'entrée au Panthéon de Missak et Méliné Manouchian et dans le sillage de la nouvelle exposition du Mémorial des étrangers dans la résistance en France, que vous pouvez visiter juste au-dessus de nous, et dont le commissariat scientifique a été assuré par Denis Péchanski et René Poznanski. Alors, je vous informe que ce cycle va reprendre à compter de septembre prochain et que dans l'intervalle, nous avons une nouvelle programmation, la programmation avril-août, qui va être publiée dans quelques jours, mais qui est déjà en partie accessible sur le site internet du Mémorial. Et vous verrez que nous allons consacrer cette programmation du printemps et de l'été largement au génocide des Tutsis au Rwanda, dont nous commémorons le 30e anniversaire cette année, avec des avant-premières, des tables rondes, une journée d'études, des rencontres avec des rescapés. Donc voilà, ça commence le 2 avril, donc je vous invite à aller sur le site du Mémorial. Deux grosses rencontres aujourd'hui avec des invités dont nous sommes très contents d'accueillir. Donc, pour clôturer cette première partie du cycle et pour cette première rencontre, nous avons le plaisir d'accueillir Katia Guiragozian, qui est la petite nièce de Missak et Méliné Manouchian, l'historienne Claire Mouradian et l'éditrice et traductrice Ouri Varjabedian. Nos trois invités ont publié 2 livres importants parmi la floraison de publications qu'a engendré la panthéonisation. Il s'agit de Manouchian, Missak et Méliné Manouchian, 2 orphelins du génocide des Arméniens engagés dans la résistance française, publiés aux éditions textuelles par Astrid Atamian, Claire Mouradian et Denis Péchanski, et de la réédition du livre de Méliné, qui s'intitule Manouchian, témoignages suivis de poèmes, lettres et documents inédits, édition revue et augmentée par les soins de Ouri Varjabedian pour les éditions Parenthèses et dont la préface est signée par Katia Guiragozian. Ces 2 ouvrages richement documentés retracent la trajectoire en partie commune de Missak et Méliné, tous 2 orphelins du génocide des Arméniens. Ils vont émigrer en France et se rencontrer dans le Paris du Front populaire. Et c'est ensemble qu'ils vont donc s'engager au sein des FTP et MOI. FTP et MOI pour francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, qui, comme vous le savez, sont des groupes qui ont été fondés en avril 1942 par le Parti communiste français pour intensifier la guérilla contre l'occupant et contre Vichy. Et pour cette rencontre, nous avons délibérément souhaité laisser hors champ de la discussion la période de la guerre et donc de l'engagement dans la résistance de Missak et Méliné, parce que ça a été largement discuté ici, dans toutes les rencontres intérieures du cycle, mais évidemment aussi ailleurs, pour revenir sur la genèse de l'histoire de Missak et Méliné, qui débute donc en Arménie, et tenter d'approcher au plus près leur personnalité, leurs rencontres, leurs amitiés, leurs goûts littéraires, culturels, leur vie avant la guerre et après la guerre en ce qui concerne Méliné. Et c'est donc Bertrand Richard, qui est auteur et éditeur, qui nous fait le plaisir d'animer cette rencontre. Et à l'issue donc de cette discussion, nous aurons le plaisir d'accueillir Simon Abkarian, le comédien, qui nous fera une lecture d'un choix de texte qui nous permettra d'incarner les voix de Missak et Méliné Manouchian. Enfin, à la toute fin de la rencontre, vous aurez la possibilité de vous procurer les 2 ouvrages que j'ai mentionnés et de les faire signer par leurs auteurs, et aussi de fouiller dans la valise que Ouri Varjabedian a apportée et qui contient toute une série de facsimilés, d'archives, de documents qui nous permettent précisément de raconter cette histoire aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une excellente rencontre et on se retrouve tout à l'heure. Merci.
Merci beaucoup, Julie, de m'avoir proposé d'animer cette rencontre, ce qui m'a donné l'occasion de me plonger dans ces deux ouvrages qui sont à tous égards passionnants et remplis effectivement de documents inédits que vous avez glanés. Et d'ailleurs, vous allez nous en dire un mot. Où les avez-vous trouvés? Dans quel fonds documentaire? Par quelle activité de recherche? Vous allez nous en dire un mot. Julie parlait de ce choix de faire un petit pas de côté par rapport à ce dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, avec la panthéonisation évidemment de Missak et Méliné. Et ça m'apparaît d'autant plus pertinent en ayant lu ces livres que dans la lettre de Missak, il y a une phrase qui n'a pas été beaucoup relevée. Et il dit « Cette exécution m'arrive comme par accident ». Or, c'est vrai que quand leur destin est tellement fabuleux qu'on a l'impression que tout doit conduire à la clairière du Mont Valérien. Alors qu'en fait, ça c'est une illusion rétrospective. Ils ont d'abord une vie, et Missak lui-même, quand il écrit sa dernière lettre, il parle de cette notion d'accident, que je trouve assez intéressante. Donc regarder leur vie est vraiment pertinent. Nous nous sommes mis d'accord pour peut-être parler de 3 dimensions de la vie de Missak et Méliné, dimensions qui sont aussi des conditions d'orphelins. Julie en a dit un mot, mais on va y revenir, puisque c'est aussi l'histoire d'un empire finissant, l'Empire ottoman. Conditions amoureuses et militantes, car au fond, on a l'impression que l'intensité de leur vie amoureuse coïncide avec l'intensité d'une vie militante. Parfois d'ailleurs, on a l'impression qu'eux-mêmes ne savent plus exactement où ils se situent. Et puis peut-être dernière partie, leurs conditions de héros tragiques, puisque on verra que Missak, très militant et engagé, résistant, avait des aspirations beaucoup plus éthéré, on pourrait dire, d'intellectuel, de poète, de créateur, et qu'il est arrivé à l'action, comme ça, dans une sorte de mystère que vous nous expliquerez. Quant à Méliné, évidemment, sa vie était bouleversée après la mort de Missak, et c'est une vie aussi de souffrance, à la fois de témoignage et de souffrance. Et ça, Katia, vous nous en parlerez. Mais peut-être, comme je l'indiquais, la question des archives, puisque ces 2 livres aux éditions Parenthèses, dans la collection Diasporale, d'ailleurs, c'est un très joli nom, et puis aux éditions textuelles, donc fourmilles de documents. Comment vous y êtes-vous pris? Katia, peut-être est-ce que vous pouvez commencer, parce que je crois que vous découvrez les carnets de Missak il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Déjà, moi, j'ai des archives évidemment personnelles et familiales. Et puis, c'est un peu mon arlésienne. Hein, je baigne dedans. Je tombais dedans quand j'étais petite. Et ça fait des années que je vais régulièrement en Arménie. Et l'Arménie est assez frileuse pour ouvrir ses archives. Donc, une année, je trouve une photo. Une année, je trouve une vidéo de Méliné en russe, etc. Et puis, avec Ouri, on s'est mis à travailler ensemble dès qu'on s'est rencontrés. Et puis, on s'est dit, on va aller en Arménie ensemble et on va continuer, on va faire les musées, etc. Ouri avait déjà une certaine idée et moi, j'avais entendu parler aussi des carnets. Et donc, on se rend au musée d'art et de littérature en Arménie. Et là, d'un seul coup, on nous met les carnets de Missak dans les mains. Et là, c'est une émotion folle parce que d'abord, on est seul. Et on a ces cahiers, j'effleure ces pages et je me dis, Missak a touché ces pages, Missak a écrit. Il y a des mots en français, parfois dans tout un texte en arménien. Parfois, c'est l'inverse. Il y a des références, etc., juste en français. Et puis, je me dis, oh là là, il aimait Oscar Wilde, tonton, comme moi. Oh là là, voilà. Il y a aussi des choses très personnelles, quoi, où je me dis, c'est fou. Il adorait la mythologie, il a des carnets entiers de mythologie. Moi, j'adorais la mythologie quand j'étais en licence de lettres. Je passais des heures à lire Ovide, etc. Donc, voilà, bon, évidemment, il y a une proximité qui est d'autant plus forte. Et puis comme ça, par petites touches impressionnistes, on découvre des choses. Je découvre aussi la candidature, entre guillemets, de la famille Aznavour, les Aznavourians, pour aller s'installer en Union soviétique, en Arménie soviétique. Et donc, je me dis, c'est fou, en fait. Et j'apprends ensuite, par la suite, que c'est grâce à Méliné, finalement, qu'on a pu tous découvrir Charles Aznavour, parce que sinon, toute la famille serait allée s'installer là-bas. Et je pense qu'il n'aurait pas forcément eu la même carrière. Voilà, plein de choses. Et puis, je suis allée au Liban aussi. J'ai essayé de retrouver les orphelinages. J'en ai retrouvé un, Djebel, là où il était avant de rejoindre Garabed à Djounieh. Évidemment, dans le film, je raconte pas tout point par point parce que ça prendrait trop de temps. Et en revanche, je suis allée dans les rues de Djounieh. Et là, j'ai pas retrouvé exactement le bâtiment. J'avais la photo, j'ai interrogé les gens.
Mais c'était très intéressant de rencontrer les gens et de voir, ah oui, ça me dit quelque chose, mon grand-père. Voilà. Et c'était un peu une quête initiatique. Enfin, c'est la quête initiatique de ma vie, hein, mais voilà, là, c'était du concret quand j'étais dans les rues avec Garo Derougnan, qui a été aussi quelqu'un de très aidant au Liban pour moi. Et voilà, je vais laisser peut-être la parole aux autres parce que je peux. Oui, peut-être. Oui, peut-être vous pouvez nous dire effectivement comment vous avez accompagné l'édition de cette réédition du témoignage de Méliné. Voilà. Excusez-moi. C'est une nouvelle édition du livre de Méliné. Méliné avait publié ce livre en 1974 aux éditeurs français réunis grâce à Roupen Melik, qui était lui-même poète et lui-même également résistant. C'est tout un groupe de résistants qui se connaissaient, qui travaillaient ensemble, donc Méliné, Missak, mais aussi Roupen et aussi Louisa Aslanian. Et en fait, si vous voulez, le livre de Missak n'arrive pas comme ça dans notre maison d'édition. C'est aussi des livres qui donnent naissance à d'autres livres. Et donc, c'est un petit peu à la fois des découvertes qui sont plus récentes et aussi une longue histoire plus ancienne, comme celle de nos recherches pour Louisa Aslanian, que nous menons avec Marie Chartron et Anouchka Trocker depuis plusieurs années, parce que nous avions publié, il y a plus d'une dizaine d'années, un recueil de textes sur les enfances des écrivains arméniens et des auteurs, enfin des artistes arméniens également, qui s'appelait Notaire d'enfance, dans lequel nous avions publié un extrait d'un texte de Louisa Aslanian, qui était, pourquoi elle, justement, d'abord, elle était écrivaine, mais aussi elle était agent recruteur dans l'IFTP-MOI et très proche de Missak et de Méliné Manouchian. Et enfin, on pourra en parler ensuite, mais ce qui nous a rapprochés encore plus de ce monde, du monde de Missak Manouchian. Et voilà, c'est pour ça qu'ensuite, quand on a commencé à travailler avec Katia, on s'est dit qu'il fallait éditer absolument, faire une nouvelle édition du livre de Méliné, mais faire quelque chose pour elle. D'abord, lui redonner la parole, parce que très souvent, ce qui est écrit dans le livre de Méliné est cité, sans donner les références, très souvent, depuis des années. On ne dit pas que c'est Méliné qui l'a dit, et donc ça, c'est quand même totalement injuste, parce que c'est elle qui connaissait Michel, qui a partagé sa vie. On lui a rendu la maternité de beaucoup de choses. Oui. Ouais. Oui, elle s'excuse presque de raconter sa vie au début de son témoignage, en disant « moi, si je ne le fais, c'est que c'est vraiment pour éclairer la suite ». Mais voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne se met pas en avant. Elle ne veut pas prendre la place de Missak, et elle considère, en fait, lui, pour la protéger, faisait toujours comme si elle n'était pas concernée, parce qu'il lui disait « si jamais un jour la Gestapo t'attrape, tu diras que tu ne savais rien ou que je t'ai forcé à faire telle ou telle chose ». Voilà, il voulait toujours la protéger. Ce qui était très important pour lui, c'était qu'elle vive. Voilà, il tenait beaucoup à ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu, pour Méliné, en fait, on a mené les deux travaux en parallèle, le livre et le film de Katia. Et aussi, comme nous avions fait toutes ces découvertes et que nous avions les carnets extraordinaires que nous avons traduits, qui sont pratiquement, enfin, en tout cas tous lus, détaillés, traduits dans les parties les plus importantes qui nécessitent d'être publiées, et aussi beaucoup d'autres documents qui sont dans ces archives. Il fallait peut-être accomplir un petit peu le rêve de Méliné, qui était d'écrire un nouveau livre. Malheureusement, elle n'est plus là pour l'écrire, mais on voulait compléter, donc, et pas seulement faire paraître son texte, mais aussi compléter avec les éléments qu'elle-même avait confiés au musée des Arts et des Lettres à Yerevan. Voilà, dès son retour en 1945, puisqu'elle retourne en Arménie en partie pour répondre à la promesse, enfin à la demande et à la promesse faite à Missak. Elle ne retourne pas en Arménie, contrairement à ce que les gens pensent, pour s'installer. Vraiment, elle y va sur invitation. Et malheureusement, elle ne peut pas rentrer en France, et elle restera en Arménie soviétique pendant 18 ans. Voilà, on va en parler. C'est la condition tragique un petit peu de la destinée de Méliné. On va en parler effectivement à la fin de cette conversation. Claire Mouradian, vous-même, vous avez fait un travail d'enquête formidable. Alors, comment vous y êtes-vous pris, vous et vos co-auteurs? Je crois aussi qu'il y a David Lestringan, que vous remerciez en début d'ouvrage, qui a fait un gros travail d'éditeur recherchiste, comme vous dites. Alors dites-nous, où avez-vous cherché, comment, vous avez suivi quelles intuitions?
Alors, moi, je suis effectivement historienne, mais je ne suis pas une exégète de la vie ni de Méliné, ni de Missac. Bon, j'ai un tout petit lien familial, encore par alliance, puisque il se trouve que le père de mon mari, donc mon beau-père, que je n'ai pas connu, hein, mais s'est retrouvé, était de la même région, s'est retrouvé dans le même orphelinat, était proche, enfin, il y a une petite correspondance entre eux, il est sur une des photos. Donc, c'est par ce biais-là, évidemment. Bon, je connaissais sinon, bien sûr, l'histoire de Missac et Méliné. J'avais lu les souvenirs de Méliné en 74 quand ils étaient parus. Et moi, je suis plus vraiment spécialiste de l'histoire de l'Arménie 19e, 20e siècle, entre autres du génocide et puis de l'histoire aussi de la diaspora. Et donc, c'est en fait, après un premier colloque en février 2023 qui précédait la panthéonisation dans lequel Katia est intervenue, moi j'avais présenté d'ailleurs autre chose, que Denis Péchanski, qui m'avait contacté, m'a proposé de rejoindre ce projet éditorial des éditions textuelles. Et j'avais aussi suggéré Astrid Gatamian, qui, elle, était une de mes anciennes doctorantes, mais qui avait travaillé, qui avait sa thèse, qui va bientôt paraître, sur la mouvance communiste arménienne en France, enfin, dans la communauté arménienne de France. Et donc, par ce biais-là, notre ouvrage, disons, avait une autre perspective, et il est complémentaire de celui des éditions Parenthèses, et heureusement complémentaire. Donc nous, on a voulu faire une remise en perspective à la fois de la vie de Missac et de Méliné sur la longue durée, dans un contexte plus global. Et donc on est parti un petit peu à la fois de leur enfance ou de leur naissance dans l'Empire ottoman finissant, à la veille de la Première Guerre, au milieu des massacres déjà précédents, enfin, dont ils sont aussi pas forcément directement les témoins, mais en tous les cas, ils en supportent les conséquences, bien sûr, du génocide, de ce monde d'orphelins qui est celui issu de la Première Guerre et de ces différentes vagues de massacres, qui va être le monde des Arméniens d'une façon générale, et notamment des Arméniens que l'on retrouve en diaspora. Bien sûr, leur vie dans l'entre-deux-guerres, pendant la résistance, et l'après, la question de la mémoire. Donc c'est un peu une perspective comme ça, à la fois de longue durée de tout leur parcours, et de remise en contexte plus général, à la fois remise en contexte à la fois arménien, français, international, hein, d'une certaine façon, parce qu'il y a sans arrêt ces allers-retours. Alors pour la recherche, on se pensait faire chacun, bon, c'était une partie assez synthétique, savoir assez de choses dans différents aspects, sauf que quand il s'agit de faire un beau livre, puisque c'est aussi un beau livre très illustré d'ailleurs comme le vôtre, il faut retrouver de l'iconographie, et c'est souvent à partir de la recherche iconographique que l'on est remonté à des archives. Alors il y avait des archives qui étaient très connues, que Denis Péchanski avait très bien explorées, notamment les archives relatives à la résistance de la préfecture de police de Paris, les archives nationales. Bon. Et puis, on est reparti quand même plus globalement, travailler à la fois dans des archives d'Arménie. Alors, comme le dit Katia, elles ne sont pas toujours ouvertes. Alors, il se trouve que je connaissais un petit peu l'ancien directeur des archives et que j'avais déjà repéré le registre de l'orphelinat de Djounié qui était là. Puis, quand j'ai demandé d'autres archives, notamment au musée d'art et de littérature sur l'As ou autre, enfin, des photos que j'avais vues publiées, au début, c'était non, jusqu'à ce que je leur donne la cote enfin bon, donc c'est pas toujours facile, mais il y a eu aussi des recherches aussi au Liban, donc menées par David Lestringant avec l'aide de quelques amis. On a regardé aussi les archives de leurs différents passages en Grèce, des éléments des archives du New East Relief, qui était cette grande association de bienfaisance américaine qui a financé les orphelinats, des archives familiales que Katia nous a aussi généreusement transmises, des archives françaises, je disais à la fois des parties du PCF, des archives nationales, départementales, municipales, comme par exemple le registre des chantiers navals de la Seine. Donc ça a été une quête nouvelle, et on a découvert des inédits. On a découvert, alors peut-être que la famille le savait, mais nous on l'ignorait, les 2 demandes de naturalisation de Missac. On a découvert aussi des éléments qui venaient compléter et qui éclairaient aussi ce parcours. Et donc, d'une certaine façon, on a mis à la fois la petite histoire dans la grande ou la grande histoire dans la petite. On a peut-être moins travaillé sur l'intime, comme c'est le cas dans l'ouvrage la réédition des souvenirs de Méliné, mais il y a aussi des passages là-dessus, parce qu'on s'est aussi servi, bien sûr, de ces souvenirs pour, là aussi, refaire entre guillemets, des équivalents de notes de bas de page. C'est pas tout à fait comme ça, mais en complément. Donc voilà, donc il y a eu une quête un petit peu d'archives partant de l'iconographie, mais aussi d'autres documents qu'on a mis en avant. Bon, après, il y a toute une partie sur la mémoire aussi,
on avait beaucoup d'autres éléments. Hein. C'est en fait très riche, et puis je pense qu'on n'a pas tout trouvé non plus encore. Et on peut prolonger, parce qu'à chaque fois, on ouvre une piste, et puis il y en a une autre derrière qui apparaît. Même par exemple, Denis évoque souvent, à un moment donné, dans un des papiers, dans sa première demande de naturalisation, Missac, en 1933, Missac donne son adresse à Châtenay-Malabry, 44 rue Jean Jaurès, et en fait, lui a habité Châtenay-Malabry, et il a découvert, à partir de ce document, son frère s'est souvenu que c'était un bâtiment qu'il y avait là qu'on appelait le kolkhoz, et qui était une espèce de phalanstère communisant. Et donc, on voit que Missac, très tôt, en fait, a été aussi plongé dans ce monde. Donc, chaque petit élément nouveau ouvre une nouvelle porte. Ouais. Et donc, alors, je ne dis pas qu'on peut faire une encyclopédie universaliste en 25 volumes sur la vie de Missac et Méliné, mais je pense que les uns et les autres, nous avons trouvé des inédits en complément, souvent en conversation, enfin, je veux dire, en échange. Et donc voilà comment ça s'est fait, donc ce travail d'historien, mais avec une perspective un peu différente, hein, qui était aussi tout à fait complémentaire, d'offrir aussi à lire quelque chose, de remettre cette histoire de Missac et Méliné dans un contexte aussi qui parle, entre guillemets, qui parle aux autres aussi, c'est-à-dire peut-être plus universel, enfin pas plus universel au sens où c'est des destins emblématiques et en eux-mêmes ils sont universels, mais enfin peut-être plus orienté vers un grand public qui aide à comprendre aussi à travers leur destin. Ce sont des orphelins donc, du génocide des Arméniens, mais comme beaucoup des participants de ces groupes de résistance, on a toute une constellation de personnalités qui ont des destins bouleversés, que ce soit par les persécutions en Europe centrale, orientale, par la guerre d'Espagne, par la lutte antifasciste. Donc on a là aussi des éléments qui relient ces différentes personnes qui vont s'allier dans la résistance. Alors rentrons justement dans cette dimension intime. J'ai été frappé par un épisode, c'est quand Missac perd son frère Garabed en 1927, je crois, il a la tuberculose, il meurt à l'hôpital, je crois à Necker, et là, Missac est tellement bouleversé qu'il a une sorte de crise de nerfs un petit peu, et les infirmiers qui sont là sont tellement surpris par son intensité qu'ils le contentionnent et l'internent quelque temps. Et la scène est très émouvante, je trouve qu'elle est assez peu connue, enfin moi je l'ai complètement découverte. Et justement, est-ce qu'elle n'interroge pas fondamentalement cette question des orphelins qu'ils étaient et cette mémoire traumatique qui, au fond, les a accompagnés toute leur vie. Il perdait son frère, celui qu'il avait suivi, à l'orphelinat d'abord, à Marseille ensuite. Est-ce que vous connaissez, comment avez-vous découvert cet épisode et surtout, qu'est-ce qu'il vous semble raconter sur leurs conditions d'orphelins? C'est Missac lui-même qui en parle. On a découvert donc dans ses carnets, c'est Missac lui-même qui en parle. Il y a également certains de ses camarades, des copains lui, qui écrivaient aux professeurs parce que quand ils étaient à l'orphelinat, en fait, ces orphelins, leur cas à eux, les orphelins avaient été, vous savez, pendant le génocide des Arméniens, beaucoup d'orphelins, les parents avaient été massacrés, puis les orphelins étaient placés, les familles les prenaient comme serviteurs, comme bergers. Surtout comme les Turcs, les Turcs et les Kurdes, comme bergers donc, dans des familles. Et donc Missac était dans un village, et ils n'étaient pas dans la même famille d'ailleurs, Missac et Garabed. Et ils ont été récupérés à deux moments différents, puisque Missac se retrouve dans l'orphelinat d'Uniris Trelif, l'organisme humanitaire dont a parlé Claire, et Garabed, lui, se trouve dans la même ville d'Aintab, qui était à l'époque dans une région qui était sous mandat français, là en Cilicie. Et Garabed était dans un orphelinat qui était un orphelinat arménien qui était organisé par des réfugiés arméniens en Égypte et qui s'appelait le Volparenam, c'est-à-dire la société d'aide aux orphelins arméniens, qui, cette société elle-même, avait un journal qu'elle publiait régulièrement, dans lequel nous avons trouvé énormément d'informations. Et ces journaux existent, ils sont en ligne sur les sites de la Bibliothèque nationale d'Arménie, et vous pouvez les consulter, les lire, bien sûr, ils sont en arménien. Mais c'est très intéressant parce qu'on voit la période à laquelle ils ont été récupérés, puisqu'il y a eu une récupération des orphelins. Voilà. Et donc,
ces enfants sont ensuite... bon, mais là, je m'écarte peut-être du... Non, mais ce qu'on peut dire en revanche, voilà. pour compléter, c'est que donc ces enfants, et souvent d'ailleurs les orphelins, le directeur ou la directrice était maman et papa. Oui. Voilà, très souvent. Et évidemment, puisqu'ils sont orphelins, et le représentant, c'est pour eux... donc ils ont toujours donné des nouvelles. Soit à leur professeur de prédilection, en l'occurrence M. Bogarian au Liban, très important, soit au directeur ou à la directrice. Et donc, en étudiant les lettres, pas forcément les lettres de Missak du reste, mais les lettres des autres orphelins, des copains, eh ben, on chope un élément là, un autre là, et on découvre cette fameuse crise de nerfs qui est folle en effet, mais oui, il perd son frère, c'est le seul être duquel il est proche, avec lequel il est à Paris. Pour lui, c'est son dernier pilier qui s'écroule, qui s'effondre. Donc il fait une crise de nerfs, mais on le fera à moins, enfin, avec tout ce qu'il a traversé. Oui, tu as raison. En plus, bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il voit, il annonce que son frère est mort et il ne veut pas se détacher de son frère. Il prend son frère dans ses bras, il ne veut pas se détacher de son frère et tout le personnel infirmier appelle la police quand même. Et la police va venir et va emmener Missak menotté pieds et mains. C'est quand même horriblement traumatisant pour un jeune qui est arrivé. Bon, il arrive quand même en 24, on est en 27. C'est assez... voilà. En quoi leurs parcours sont à la fois similaires et peut-être un peu différents? Parce que donc ils connaissent globalement le même parcours. Mélinée, elle, ce sera la Grèce. Les frères Manouchian, le Liban. Haïk, le frère aîné, a un parcours un petit peu différent. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut à la fois les comparer, peut-être les distinguer l'un et l'autre, Mélinée et Missak, dans leur parcours qui les conduira tous deux à Marseille, en 24 pour le premier, en 26 pour Mélinée? D'abord, ils naissent pas au même endroit. Donc Mélinée est née à Constantinople, qui est relativement épargnée, comme Izmir, enfin relativement, parce que c'est là où commence la grande rafle des notables de Constantinople, des intellectuels, des médecins, des avocats, etc. Le 24 avril, donc c'est la date qui marque le début, la commémoration du génocide. En réalité, ça a commencé un peu avant. Mais bon, en tous les cas, à Constantinople, malgré tout, dans la capitale, la situation est relativement moins terrible que dans les provinces de l'Est, de l'Empire ottoman, dans les provinces arméniennes, où là, les massacres, la déportation, etc., sont beaucoup plus intenses. Donc déjà, il y a cette différence. Mélinée est beaucoup plus jeune, elle naît en 1913. Alors, il faut voir que si dans ses souvenirs, c'est des souvenirs un peu flous, des choses qu'on lui a racontées. Donc son père meurt aussi, enfin, elle dit que son père est mort. On change son nom. Elle connaissait, ou sans doute la sœur aînée, le prénom de son père. Donc Assadoulian, ça vient de Messa. Katia pourra le compléter. Mais à Constantinople aussi, la situation est compliquée pour les enfants. Elle se retrouve orpheline. Alors là aussi, pour l'histoire de famille, je laisserai Katia prolonger. Mais à un moment donné, c'est les institutions arméniennes ou les orphelinats dans lesquels les enfants peuvent être placés vont être plus ou moins fermés et à un moment donné obligés d'être évacués. Alors il y a plusieurs moments dans la guerre. Il y a les fermetures, il y a quelques institutions qui restent. Au début, elle est dans une institution américaine qui est un peu préservée puisque les États-Unis sont neutres. Comme on vient de l'évoquer pendant la guerre, pendant le génocide, les enfants sont aussi des victimes du génocide, mais dont les survivants sont principalement des jeunes femmes, des veuves et des enfants qui sont soit placés dans des orphelinats turcs pour être turquifiés, ou des anciens orphelinats étrangers turquifiés, ou récupérés par des familles pour diverses... plus ou moins bien traités. Après la guerre, au moment de ce qu'on appelle la période d'armistice, l'Empire ottoman est vaincu. Les alliés de l'entente, enfin France et Angleterre, occupent une partie de l'Empire ottoman et essaient de ramener les rescapés donc dans leur foyer et essaient aussi donc effectivement de récupérer ces enfants. Donc il y a des institutions à la fois arméniennes ou françaises ou américaines qui récupèrent les enfants, parfois les rachètent. Alors souvent, on raconte souvent plus cher les garçons que les filles, et ensuite les place dans des orphelinats. Mais donc notamment à Aintab, où se retrouve la région d'origine de Missak, qui est pas très loin de la Cilicie. Sauf que Mustafa Kemal n'accepte pas, des héros des Dardanelles, n'accepte pas la défaite et reprend les armes et réattaque à la fois les rescapés, on peut dire le maillon faible, combat les Grecs qui en a donné un mandat, combat les alliés
alliés qui veulent se partager l'Empire ottoman, et reprend pied dans ces régions. Et parmi ces actions, il attaque notamment la Cilicie que la France avait voulu placer sous son mandat, où on avait voulu reconstituer un foyer arménien. Et de là, les orphelinats vont être chassés et évacués. Souvent, on voit dans les images du génocide une longue colonne qui est présentée comme la déportation. En fait, c'est l'évacuation de 1922 de ces orphelinats sous l'égide du Nearest Relief. On les voit d'ailleurs quand on voit la photo de près, ils sont sur des chameaux, des charrettes, etc. Ce n'est pas la déportation de 15. Et ils arrivent donc justement en Syrie, au Liban, à Jounieh, à Djebel, comme on l'a vu. Dans le cas de Mélinée, elle était plus à l'ouest. Et donc, quand ils sont évacués aussi, au moment où Mustafa Kemal reprend la capitale, se réinstalle dans la capitale qui a été occupée par les Français et les Anglais, eux sont évacués dans la zone la plus proche. Il faut regarder simplement une carte géographique, vers la Grèce. D'abord à Corinthe, donc où Mélinée et sa sœur sont dans un orphelinat du Nearest Relief. Puis après, elles vont être transférées à Athènes, dans une ancienne institution arménienne, un collège dit Tebrotsaser, le collège fondé au XIXe siècle par les dames amies de l'école, c'est ça que ça veut dire, Tebrotsaser. Et c'est ce collège qui est devenu de fait un orphelinat, qui va être évacué lui aussi en 26 vers la France. Pourquoi évacué de Grèce? Parce que en 23-24, après la victoire définitive de Mustafa Kemal, la création de la République turque, le traité de Lausanne qui annule le traité de Sèvres qui reconnaissait l'indépendance de l'Arménie, il y a ce qu'on appelle l'échange de population entre les Grecs et les Turcs, et donc tous les Grecs d'Asie mineure sont expulsés. Donc il y a un flot de réfugiés qui arrivent, en plus des réfugiés arméniens. Et donc, beaucoup de réfugiés arméniens doivent devoir quitter la Grèce pour trouver d'autres endroits. Donc, elle arrive aussi à Marseille, comme Missak et son frère vont arriver à Marseille, donc à 2 ans de différence. Oui, c'est ça. Uri, je crois que vous vouliez. Voilà, c'est toute cette histoire, mais qui est aussi, de fait, une histoire de la fin de la Deuxième Guerre, de la fin de la Première Guerre, pardon, de la sortie de guerre compliquée, de la politique de la France dans ces régions. Parce que la France va chercher aussi de la main-d'œuvre pour amener ces gens-là, pour compenser la main-d'œuvre perdue, les bras perdus pendant la Première Guerre. Il y a l'histoire des relations internationales qui se jouent là aussi. Enfin, donc leur destin, certes à 2 endroits différents, mais en même temps se rejoint par ce contexte plus global et qui concerne l'ensemble de la nation arménienne. Uri, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, c'est tout à fait ça. Je voulais juste dire que ces orphelinats sont évacués, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont, par exemple, l'orphelinat d'Aintab où se trouvent Missak et Garabed, ces orphelinats sont bombardés par les troupes kémalistes. Sont bombardés. Il y a des gens qui meurent, il y a des orphelins qui meurent, il y a des professeurs qui meurent, des Américains, des étrangers, enfin des gens qui étaient dans les organisations humanitaires, qui sont tués. C'est vraiment dans l'affolement général qu'on va évacuer ces enfants très très vite pour les amener au Liban. Et on les met un petit peu d'ailleurs au début à la Karantina, puis après on essaye de trouver un endroit. C'est comme ça qu'on va trouver un local à Jbeil, un autre à Jounieh. Et c'est pareil pour Mélinée, parce que Mélinée aussi, elle était à Dabazar avec ta grand-mère, avec Arménoui, avec sa grande sœur. Et vraiment, toutes les deux, elles sont évacuées avec les autres enfants. Parce que dans l'urgence, la sentinelle a été tuée par les kémalistes. Voilà. C'est vraiment terrible, et c'est toujours dans l'urgence qu'on essaie de sauver ces enfants qui, comme l'a dit très justement Claire, ont été récupérés et, comme tu disais, rachetés Mekhay Mekvoski, comme on dit en arménien. Souvent, on a donné une pièce d'or ou une pièce pour essayer de reprendre ces enfants. Voilà. Quel trait de tempérament commence à se dégager chez eux? Je tombais sur cette phrase du professeur, du professeur chéri, on peut dire, de Missak, à qui il écrit à plusieurs reprises, Krikor Bogorian, c'est Bogorian? Oui, Boukarian, pardon. Et il écrit ceci: Missak était un lecteur passionné, moins joueur que Garabed, au point d'être solitaire, un peu têtu, inébranlable, rarement enjoué. Donc il y a déjà des premiers traits de caractère qui se dégagent. Quant à Mélinée, un peu plus tard, quand elle passe son certificat d'études, on dit élève très intelligente, mais rebelle, rebelle, etc. Donc il y a déjà des traits de caractère qui sont très forts avant même leur arrivée à Paris. Est-ce que vous voulez dire un mot comme ça de ces deux personnalités qui éclosent dans la difficulté, dans la tourmente de l'histoire, mais qui, C'est déjà des personnalités, déjà, je veux dire, naturelles. Et puis la vie, forcément, qu'ils ont traversée. C'est sûr que c'est ce que je dis quand je dis ils avaient une vision
de ce qui allait se passer. Ils sont tout de suite engagés. Quand ils sont arrivés en France, ils avaient une sorte de prescience. Ben, ils sont adultes avant l'heure. Hein. Ils ont pas eu d'enfance. Donc forcément, eux, très vite, ils sentent que le pouls de la société est malade et ils vont s'engager. Très vite, on est précoce quand on est comme ça arraché à l'enfance. Et oui, c'était des tempéraments, ouais. Ils ne sont pas rencontrés pour rien. Ben, c'était une histoire d'amour et une histoire de commune, d'amour et de combat. Ouais. Alors, ils sont orphelins, mais l'apatridie vient redoubler, d'une certaine manière, cette condition d'orphelin. C'est un traumatisme d'être apatride. Quand on aime à ce point les valeurs d'une patrie, la terre, etc., c'est terrible. Moi, je me rappelle petite, la première fois que j'ai accompagné ma grand-mère dans une administration française, elle a sorti un papier, il y avait le tampon apatride et je me suis mise à pleurer. Et je dis mais ça n'existe pas d'être apatride, c'est pas possible de ne pas avoir de patrie. Et j'étais inconsolable à ce moment-là. D'ailleurs, cette année, je vais avoir 2 passeports. Symboliquement, je vais avoir le passeport arménien et le passeport français. Voilà. Ça me rend très heureux. Ça comble presque une douleur d'enfant, même si c'est symbolique. Donc, vous voyez à quel point. Et d'ailleurs, je peux sortir, même pour aller acheter une baguette de pain, j'aurai toujours mon passeport sur moi. Oui. Voilà. Oui. Ça, je pense que c'est quand même des choses qui restent. Très profondes, oui, qui restent, bien sûr. Oui, Claire. Dire un mot sur l'apatridie après donc la victoire kémaliste, le traité de Lausanne donc, qui annule celui de Sèvres, qui laisse aux Arméniens justes et aux autres minorités grecques et juives des droits culturels et religieux. Les Arméniens qui choisissent de partir à ce moment-là, mais souvent poussés, parce que les épisodes d'expulsion ne se font pas avec des roses et se voient marqués sur leur papier sans retour possible. Donc leur laisser passer sans retour possible et ils sont massivement dénaturalisés. De même que sont naturalisés les émigrés qui quittent la Russie soviétique, ou l'URSS qui est reconnue par la société internationale, par la France notamment en 1924. Et donc il y a une masse aussi de gens apatrides, comme évoqué, et c'est pas par choix, c'est parce qu'ils ont été privés de leur dénaturalisés de force. Ils sont non seulement expulsés, la suite du génocide, c'est l'expulsion des gens, puis l'effacement des traces de leur existence. Alors, devant cet afflux aussi de réfugiés, la SDN, donc l'ancêtre de l'ONU, va créer donc un haut commissariat aux réfugiés pour s'occuper et avec le BIT, le Bureau international du travail, leur trouver un moyen d'abord de voyager. C'est le début des passeports, la passeportisation. Avant, il y avait des laissez-passer, mais où on peut voyager maintenant qu'avec des passeports, et des moyens de travailler, donc de s'installer dans des pays d'accueil. Et donc, on va inventer ce fameux passeport dit Nansen, mais qui est un passeport donc d'apatride, qui donne à ces rescapés qui ont perdu effectivement leur pays d'origine. Donc, comme le disait Katia, c'est une douleur supplémentaire en plus d'avoir perdu leur famille. Il leur donne ce moyen d'existence malgré tout. Donc, c'est à la fois douloureux, mais ça leur donne tous les droits sauf le droit de vote. Ça leur donne aussi des devoirs, et notamment le devoir d'être mobilisés en temps de guerre. Mais ça leur permet, d'une certaine façon, c'est des cartes de séjour particulières. Ça n'enlève rien à la douleur, etc. Et après, donc, ça explique aussi peut-être le regard tourné vers l'unique patrie résiduelle, même si elle a été réduite territorialement, même si elle est sous le régime soviétique. Donc, l'Arménie soviétique qui devient... Donc, ce n'est pas le territoire exact de toute l'ancienne Arménie, ni des territoires d'origine de Missak et Méliné, mais ça reste une patrie qui porte le nom d'Arménie et vers laquelle ils vont aussi se tourner. Qui porte tout leur espoir. Et qui, voilà. Oui. Avec aussi l'amour de la France pour Missak, très vite. On constate ces coïncidences de l'histoire avec un ami peintre, Krikor Bédikian, et puis son ami le poète Sema. Ils se retrouvent devant le Panthéon quelques mois ou quelques années avant sa rencontre avec Méliné, et tous les trois prêtent un serment incroyable. Ils disent: nous prêtons serment devant le Panthéon, devant les tombes de Voltaire et de Rousseau, nous deviendrons des hommes, ce qui est intéressant, hein, c'est-à-dire instruits, sinon autant mourir. Hein. Donc il y a quand même l'idée de devenir un homme en face du Panthéon qu'il rejoindra 80 années plus tard ou un peu plus. Donc c'est assez extraordinaire. L'apatridie, ce serment, il y a tout ça, quoi.
il le dit, c'est la sœur de Sema, son ami poète, qui lui-même est un orphelin aussi, qui est passé par un petit peu le même parcours que Méliné par la Grèce. Sema qui s'appelait Kera Matmadjian, avec lequel il faisait un journal. Ils ont créé un journal des jeunes écrivains pour se mettre un petit peu en opposition avec les écrivains arméniens plus anciens, voilà, et donc dans des conditions de vie très précaires, hein, parce que voilà, ils publiaient ce journal, ils mettaient leurs rares économies pour faire ce journal. Et donc avec ce peintre Krikor Bédikian, nous avons trouvé des textes qui sont d'ailleurs publiés, et Krikor Bédikian, qui avait fait l'école Julian et qui était peintre et passionné de peinture, leur fait visiter tous les musées de Paris. Et la passion de Missak Manouchian pour la France ne date pas de son arrivée en France. Elle date déjà du Liban, de ce professeur Krikor Boralian qui lui a fait découvrir à la fois la littérature arménienne qu'il connaissait très bien, puisqu'il connaissait les grands classiques et il connaissait les poètes, il connaissait aussi bien la musique arménienne de Komitas et puis les poètes comme Van Tekeyan ou d'autres. Enfin, c'est un type assez génial. Hein, voilà. Et il se passionnait pour Victor Hugo, Baudelaire, et pour eux, prêter serment entre la tombe de Rousseau et de Voltaire, c'était très important. Et même, il connaissait tellement bien, on avait vu avec Katia, il connaissait tellement bien le Louvre qu'il avait tant de fois parcouru avec Krikor Bédikian que Méliné dit il connaissait le Louvre par cœur. Voilà. Oui, je vous en prie. La culture française est ancienne aussi dans le monde arménien, notamment dans l'Empire ottoman. D'ailleurs, ce n'est pas propre aux Arméniens. Disons, la France apparaissait comme à la fois le phare des Lumières, des idées de la Révolution, enfin, dans tout ce que l'on sait de la France. Mais il y avait déjà, on enseignait le français hein, dans l'Empire ottoman, et il y avait on a traduit beaucoup de littérature française en arménien. La plupart des grands auteurs sont traduits en arménien, et puis les plus lettrés le lisaient directement dans le texte. Et donc il y a il y a une tradition. Hein, donc, et au Liban, donc notamment dans cet orphelinat de professeur Boralian, qui est d'ailleurs le frère de l'évêque arménien d'Alep. Donc c'est pas non plus qui a écrit aussi un petit carnet par la suite relative à, enfin, repris des mémoires. Raconter un petit peu ce qui se passait, donc essayer de reprendre une tradition hein, de réinscrire ces enfants orphelins dans un monde cultivé tel qu'ils comprennent le monde cultivé de l'époque, et notamment attaché à cette culture française, aux grands auteurs, Hugo, on a évoqué Voltaire, Rousseau, mais aussi les poètes, Baudelaire, Rimbaud, enfin voilà, donc c'est pas totalement... Il y a une vraie tradition, ça vient pas de nulle part, mais en revanche, leur appétence à eux, elle est extraordinaire. C'est-à-dire que d'autant quand on voit les carnets, il y a des schémas techniques mais extrêmement aboutis. Il y a des carnets de mythologie, il y a des auteurs, mais de tous les siècles, vraiment. Enfin, voilà, ils étaient affamés quand ils étaient dans les orphelinats, ils étaient affamés de culture, ils se sont nourris de culture, et vraiment, c'est magnifique. C'est-à-dire que moi, j'en ai fait des études, quelques-unes, pas tant que ça, mais quand même, j'ai 2 maîtrises, hein, j'ai rien par rapport à. Je me dis, mais je suis nulle, moi, je suis dans le confort, et lui, tout ce qu'il a. Je lis, je découvre dans des domaines très différents. Il a suivi les cours de Victor, qui a eu aussi une vie tragique par la suite, des cours d'histoire, d'économie politique. Enfin, vraiment, c'était très large. Il y avait des domaines très différents et très pointus dans chaque domaine. C'est-à-dire que c'est pas juste comme ça pour la vitrine. Pas du tout. Il s'en fout de la vitrine, lui. Il est vraiment très pointu dans tout ce qu'il traite. Il prend énormément de notes. Mais d'ailleurs, le professeur Boralian, qui d'ailleurs n'a pas correspondu qu'avec Missak et Garabed, qui correspondait avec beaucoup de ses anciens élèves, qui faisaient très très attention à eux. Et d'ailleurs, Garabed et Missak, quand ils pouvaient, pour Noël, ils achetaient un livre, ils l'envoyaient au Liban à leur professeur. Mais il dit qu'ils avaient une assez grosse bibliothèque, relativement, hein, donc dans cet orphelinat, qui était des dons des autres Arméniens. Et il dit que Missak avait tout lu. Je pense que... Voilà. Oui. Je pense qu'il y avait aussi une dimension qui était de frustration, parce que dans les orphelinats, pour que les enfants puissent survivre, puisqu'il n'y avait plus de famille, on leur apprenait un métier manuel pour... D'où la bonne condition physique, d'ailleurs, de Missak, qui était un athlète. Je pense que ça a dû correspondre aussi à une grande frustration de ne pas avoir pu poursuivre d'autres études. Alors, j'avance, il y a tellement de choses à dire. 1934, donc deuxième dimension de leur parcours, dimension militante et amoureuse. En 1934, il se passe 2 choses.
qui coïncident. Ils se rencontrent à l'occasion d'un bal, un bal qui a lieu dans le cadre du HOC, Comité de soutien à l'Arménie. Comité de soutien à l'Arménie. Donc ils se rencontrent. Katia, vous allez nous raconter un petit peu cette rencontre. Et puis, en même temps, très vite, il y a aussi le 6 février 1934, avec les ligues d'extrême droite qui défilent à Paris. Missak est saisi par cette montée de l'extrême droite et décide de rejoindre le Parti communiste. Autrement dit, dans la même année se passe la conjonction d'une rencontre amoureuse qui va être fusionnelle, qui va être incroyable, et puis un engagement politique très fort. Donc voilà, la dimension militante et amoureuse, ça va faire leur vie, au fond, hein, jusqu'à la mort de Missak. Oui, même après. Et même après. Elle est d'une fidélité sans faille, Mélinée. Oui, il y a le fameux tournant du 6 février 1934, où là c'est flagrant, il y a la montée des fascismes, etc. Donc tout de suite, il décide de s'engager, mais il était déjà très investi auparavant. Là, il s'encarte, on va dire, et ça devient très, très important, son engagement dans sa vie et dans tous les travaux qu'il va effectuer par la suite. Et puis, il rencontre aussi Mélinée dans le cadre du comité de soutien à l'Arménie, lors d'un bal une première fois. Elle tire la caisse, et puis il l'invite à danser, et elle a mis ses maigres économies dans sa tenue, et il lui marche sur les pieds. Donc, je pense que ouais, à ce moment-là, elle n'est pas du tout sous son charme, et je pense qu'elle le bat froid. Et puis, heureusement, la vie va faire qu'ils vont se retrouver, parce que tous les deux, leurs deux noms vont être sur le même tableau, Assadourian, Manouchian, au moment d'un vote pour élire les délégués. Et puis, ils vont du coup travailler ensemble, se voir quotidiennement. Et là, l'amour va naître. Et puis un jour, il va lui dire... parce qu'il était quand même romantique, notre Missak rebelle. Donc, il lui dit, tu veux voir la photo de celle que j'aime? Donc, je suppose qu'elle a du bien. Et en fait, il lui tend un miroir. Donc, au début, elle ne comprend pas bien. Et puis, voilà. Donc, c'était très joli. Et voilà. Parce que dans toutes les années 30, ils parviennent à la fois à militer. En fait, ça leur demande un temps fou. Missak, d'ailleurs, se plaint que son activité politique dévore ses volontés artistiques. Hein. Mais ils arrivent quand même à avoir une vie amoureuse. Ils vont au cinéma. On découvre qu'ils aiment beaucoup le cinéma. Ils n'aiment pas les mêmes films, d'ailleurs. Mais ils en discutent. La musique. La musique, évidemment. Il adore Bach, Beethoven, Mozart. Il en parle avec beaucoup d'érudition. Enfin, c'est vraiment un esprit étonnant. Mais à partir du moment où la guerre va arriver ou se faire pressentir, là, on a l'impression qu'ils mettent leur vie amoureuse, non pas de côté, mais ils la sacrifient un petit peu. Pas un petit peu, complètement même, oui. Elle va même faire le sacrifice terrible de... Elle tombe enceinte et il la supplie de garder l'enfant, lui, quand il est à Kolpo. Il lui envoie une lettre qui est terrible. Et elle sent bien qu'elle peut pas, que son rêve de maternité est absolument pas envisageable, peut pas coexister en tout cas avec son engagement. Et donc elle se fait avorter. C'est un moment terrible, mais elle est persuadée, je suppose, à ce moment-là, qu'elle aura tout le temps après de faire un enfant. Malheureusement, les choses vont pas se dérouler. Mais justement, si je peux me permettre, justement à ce moment-là, Mélinée vit avec sa sœur, donc avec ta grand-mère arménienne, et justement sa sœur déjà subvient aux besoins de ses deux enfants, et Mélinée est aussi avec elle, et Mélinée ne se sent pas d'être un poids supplémentaire parce qu'elle essaye de travailler. Missak est à l'armée, elle se dit qu'il faut qu'elle travaille, elle se dit surtout, et en plus je ne peux pas être un poids supplémentaire sur ma sœur, qui a toujours été très très proche de moi, qui a toujours pris soin de moi. Donc, mais elle dit aussi que s'attacher à un homme diminuerait sa force intérieure. Donc il y a quand même l'idée qu'ils sont habités d'une sorte de destin, quoi. Hein. Non, mais elle a peur d'être empêchée dans son activité militante. Et Armène aussi, toutes les deux. Aussi, parce qu'elle élève seule ses deux enfants. Donc moi, je n'ai jamais rencontré mon grand-père, par exemple. Et sur la seule photo que j'ai, là c'est très personnel ce que je veux dire. Sur la seule photo que j'ai de mariage de ma grand-mère, c'est tellement découpé qu'il n'y a même pas un morceau du tissu du costume du grand-père. Oui, c'est un gynécée, quoi. Des photos comme ça, de découper ce dont on veut écarter. Oui, chez moi, c'est assez flagrant. Donc, Donc voilà, donc déjà ma grand-mère, elle élevait seule mon père et son frère. Elle s'occupait de sa sœur comme si c'était un peu sa maman, mais elle avait qu'1 an et demi de plus, qui est très peu en réalité.
Et donc, je pense qu'en effet, Mélinée s'est pas sentie voilà, d'imposer. Oui, parce que toute leur vie à cette époque-là, pas une seule activité de leur vie quotidienne n'est détachée de leur activité militante, puis de résistant, quoi, hein. On a l'impression que là, il y a plus de distinguo entre vie privée et vie intime, hein. Ils ont très peu, il y a très peu d'années quand on regardait les photos, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a parlé des archives qu'on a trouvées dans de nombreux endroits, mais un fonds d'archives qui est très très important est celui de Katia, qui est un fonds d'archives absolument passionnant et qu'on a numérisé. Tout à l'heure, on parlait d'être apatride. Être apatride et des documents des réfugiés qui étaient apatrides, les réfugiés arméniens. On en a beaucoup aux archives arméniennes de l'association Aram. Et c'est dans le cadre de cette association que nous avons numérisé tout le fonds de Katia, qu'elle nous l'a confié pour la numérisation. Donc c'est vraiment, ça rejoint vraiment le travail autour des apatrides. Et je pense que c'est un fonds qu'on a beaucoup étudié, mais qu'on va continuer d'étudier parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce sont pas simplement c'est pas des photos familiales, tout simplement. C'est beaucoup plus que ça. Et je voulais juste dire un petit quelque chose. Une prise de conscience de Missak de la condition ouvrière et des problèmes qui l'ont amené petit à petit vers le Parti communiste, ça a commencé très vite quand il est arrivé à la Seine-sur-Mer. Parce que quand il arrive à Marseille, il débarque le 16 septembre 1924, ça fera 100 ans bientôt, dans quelques mois. Et donc, quand il débarque, il ne peut pas travailler à Marseille parce qu'il y a déjà beaucoup de réfugiés qui sont arrivés. Il n'y a plus de place dans Marseille pour ça. Et donc, il va rejoindre Galabed à la Seine-sur-Mer. Bon, c'est pas très loin. Mais là, ils vont travailler donc, dans les forges et chantiers de la Méditerranée, mais ils vont habiter dans les baraques de chantier qui avaient été construites par des ouvriers chinois qu'on a fait venir en grande quantité pour travailler en France. Et donc, ils habitent dans des conditions terribles de baraquements ouvriers, qui sont d'ailleurs les mêmes baraques qu'Adrian, qu'on a au camp Odo, qui était le premier grand camp de réfugiés arméniens à Marseille. Donc, ce sont tous ces petits détails font que petit à petit, il a une prise de conscience très très rapide. Il va aussi prendre conscience de grandes difficultés quand il y a l'incendie du Reichstag à Berlin et et que Dimitrov est arrêté. Il écrit un poème dédié à Dimitrov. Voilà, donc Missak est toujours attentif à tout ce qui se passe autour de lui. Disons qu'on a parlé de l'apatridie, c'est aussi la condition des ouvriers et des étrangers en France dans cette période. C'est pas que l'apatridie qui les rend précaires, et à la limite l'apatridie les protège un petit peu de l'expulsion. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les écrits de Georges Mocco, qui est un des premiers qui parle de l'immigration désirable pour la France. Donc, donc il considère que les Arméniens, c'est terrible parce qu'on ne peut même pas les expulser. Il ne les sent pas du tout capables de s'assimiler, de bien travailler. Enfin bon, des siècles de servitude les auraient habitués. Ah bon. Mais effectivement, il y a la question de la demande de main-d'œuvre. Ouri a évoqué les coulis chinois, que dès 1916-17, la France a besoin de main-d'œuvre, va chercher de la main-d'œuvre partout. Et donc, il y a des milliers et des milliers de Chinois qui arrivent avec des contrats avec la République chinoise et donc qui sont installés là. Et c'est cette condition d'étrangers, de précarité, non seulement de conditions ouvrières qu'ils découvrent, ils sont prolétarisés alors qu'ils viennent de milieux plutôt ruraux ou urbain dans le cas de Mélinée. Et donc, c'est nouveau. 3 jours après son arrivée, on le voit déjà inscrit sur les registres des chantiers navals de la Seine. Ils n'ont pas de temps pour... Mais après, il y a avec la crise de 1929, il y a quand le marché du travail se resserre, les étrangers ne deviennent plus du tout désirables. Et donc, ils vont aussi régulièrement être privés d'emploi, au chômage, à faire des petits boulots. Et donc, la situation de Mélinée au moment de la guerre, ou quand elle est en ça, il y a aussi cet héritage de précarité. Certes, ils sont engagés, mais ils passent leur temps aussi à trouver du travail comme ils peuvent. Et donc, c'est des conditions qui sont... C'est pas simplement le pari du Front populaire, hein, c'est le pari des étrangers, c'est le pari des ouvriers étrangers, c'est le pari aussi des déshérités ou des persécutés d'autres régions qui se rejoignent là. Bah oui, en une décennie, ils sont passés de bienvenue à merci de rentrer chez vous. Donc, c'est compliqué. Et donc, pour travailler, c'est encore plus compliqué quand on est étranger. Donc évidemment, avoir un enfant avec la montée de la xénophobie en France, la montée des fascismes, etc., c'est difficile d'aller au bout d'une maternité quand on sent tout ça. Ouais. Oui, bien sûr. À la fin de sa lettre d'adieu, Missak
signe ton ami, ton camarade, ton mari. Ce qui dit aussi assez la conjonction de ces différentes dimensions de leur existence qui ont été, voilà, c'est assez significatif, absolument. Je voulais parler également de leur condition de héros tragique, puisque Missak, c'est très intéressant de voir comment il souffre beaucoup d'une sorte d'écartèlement dans tout le début de sa vie. Il a un appétit extraordinaire, un appétit intellectuel extraordinaire, vous l'avez dit, Katia. Et il est obsédé par le temps, le manque de temps. Ses réunions militantes lui prennent un temps fou. Donc il est complètement tiraillé. En ce sens-là, je trouve que c'est un héros tragique, c'est-à-dire qu'il a à la fois des aspirations extraordinairement artistiques et puis qui en même temps est pris par le très prosaïque de la vie militante, et il en souffre beaucoup. Est-ce que ça vous a frappé aussi en découvrant ces carnets, cette espèce de lutte interne brutale qui est la sienne? Oui, de toute façon, il le dit, je me tiens le front rond face au seul juge qui est ma conscience. Il a des débats intérieurs sans fin, mais parce que je pense que c'est comme ça qu'on fait évoluer sa pensée. C'est en débattant soit avec quelqu'un d'autre qui n'abonde pas dans votre sens, soit avec vous-même, quand vous avez la capacité de le faire. Et visiblement, il avait une grande capacité pour ça. Et donc oui, il était happé par sa vie quotidienne. Il traversait toute la France à un moment donné, notamment en 1937, pour faire l'Union populaire franco-arménienne. Et à la fois, évidemment, il est dans un tel engagement très important pour lui, etc. Mais force est de constater qu'il est aussi frustré parce qu'il voudrait accorder du temps à écrire, etc. Il dit même qu'il aurait voulu être comédien. J'ai même trouvé, moi, dans mes archives, il a suivi des cours d'écriture de scénario en 1928. Enfin, je me suis dit, c'est dingue. Enfin, il était extrêmement moderne. Il pose quand même pour les peintres, modèle, alors que oui, c'est pas un exercice facile pour lui. Et en plus, il le dit, il le prend comme un sacrilège, il l'écrit. Mais il le fait et il dit que malgré tout, il va tirer une expérience de tout ça. Donc c'est quelqu'un qui sait aller se dépasser, se transcender déjà, aller au bout de certaines choses, même qu'il n'affectionne pas, pour en tirer une expérience. Voilà, donc on voit déjà toute cette dualité, mais toute cette intelligence-là, une intelligence de vie. En fait, de tout, oui. Ouais, d'ailleurs, il parle d'abeille à un moment. J'aimerais être une abeille. J'aimerais être une abeille dans l'immensité de la nature. Ouais. C'est et distribuer le nectar à toute l'humanité. Oui, absolument. Ouais. C'est la fin de votre documentaire. Oui. Ses souvenirs d'enfance. Ouais. Les souvenirs d'enfance qu'il a de cette période avant 1915. Mais c'est justement ce que dit Katia, c'est vraiment très, très, très fort. On le voit beaucoup dans ses carnets, on voit tout. Et on voit qu'il est tout le temps pris par son engagement, comme il est très, très engagé. Par exemple, au moment de la guerre d'Espagne, il veut partir, mais comme il est responsable déjà du journal, on lui dit « mais on a besoin de toi, on ne peut pas te laisser partir ». Mais alors, il va se mobiliser comme un fou, il va faire travailler tous les bottiers arméniens pour envoyer de l'aide aux républicains espagnols, il fait faire des collectes chez les dockers, enfin, il fait des quantités de choses. Et en même temps, il écrit dans ses carnets qu'il regrette qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, il est dans des tas de réunions, il se déplace beaucoup pour aller dans toutes les petites villes pour mobiliser les gens. Mais il rêverait non seulement d'écrire de la poésie, mais aussi il aurait rêvé de pouvoir écrire sur la musique, de pouvoir écrire, je pense que déjà de lire Romain Rolland, de lire le livre sur Beethoven, lui qui est passionné par la musique, c'est quelque chose qu'il regrette souvent. Enfin, on retrouve souvent ce rêve d'avoir du temps. Et aussi, comme on l'a mis dans le livre, il fait des listes de ce qu'il aimerait faire, des listes de ce qu'il aimerait écrire, de ce qu'on avait vu avec Marie Chartrand. Quand on avait regardé cette page où il dit bien, mais en fait, et un jour quand j'aurai du temps, parce qu'il croyait qu'un jour il aurait du temps, je raconterai ma vie. Et il dit qu'il a lu un auteur arménien et qui avait raconté son enfance, et il a dit, mais en fait, je pourrais aussi un jour, quand j'aurai du temps, je raconterai tout ce qui m'est arrivé. Mais là, par exemple, même en France, il rêve de raconter la Seine-sur-Mer et puis aller à Paris, les différentes étapes de ce qu'il a vécu, même Toulon. Il y a une fraternité avec les auteurs qu'il affectionne, qui est du même ordre que les frères d'armes de la Résistance. C'est-à-dire que vraiment, pour lui, quand il se sent proche d'un auteur, on sent qu'il y a une vraie communion d'âme.
Jean-Christophe, notamment. Complètement. Ça, avec c'est le Jean-Christophe de Romain de Roland, Romain Roland, il oui. le relit, c'est son livre de chevet. Le héros lui ressemble aussi. Il y a une... En tout cas, il s'identifie. Il s'identifie. Pour le moins. Ouais, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, il disait toujours la vie n'est pas dans le temps, mais dans l'usage. C'est c'est saisissant. Ça lui oui, ressemble, c'est fou, parce que c'était la phrase que Méliné disait qu'il répétait souvent cette phrase. Mais, oui. Alors Méliné, parlons de Méliné. Parce qu'elle... Pardon, Claire, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste un tout petit point, c'est dans la dimension tragique, il y a celle du poète assassiné, qui est aussi une espèce de... Enfin, ou du poète mort prématurément, et qui rejoint ce que tu viens de dire. C'est-à-dire il y a aussi cet aspect-là. On a d'autres cas dans le monde arménien, comme dont ceux qui ont été victimes de la terreur ou qui ont été victimes aussi du génocide, hein, Daniel Varoujan ou bien Charens, etc. Enfin, il y a aussi une espèce de comment dire, entre guillemets, une tradition tragique du poète assassiné, et qui... oui, Méliné, disais-je. Alors Méliné, elle est mystérieuse. Elle est presque impénétrable sous certains aspects. Elle est très courageuse. Il y a plusieurs scènes, 2 notamment, qui m'ont frappé. Quand Missak est emprisonné à Compiègne, à un moment dans la guerre, après le retournement d'Hitler contre l'Union soviétique, il est embastillé. Il est tout le temps embastillé, hein, au début, au milieu, à la fin. Oui, c'est régulier. Et elle essaie de le retrouver. Et puis, elle va à vélo avec le père de Charles. Voilà. On lui tire dessus, elle s'échappe. Voilà. Et puis, il y a un autre épisode, rue du Cherche-Midi, où il y a une rafle. Et puis elle s'échappe avec une grande astuce mentale. On lui demande si elle a des armes. Elle dit mais bien entendu j'ai des armes, ce qui est une manière d'échapper à la... Non, elle devance. Elle devance. Elle n'attend pas qu'on lui demande. En fait, elle vient de récupérer des armes qui ont servi à une action. Exactement. Et d'un seul coup, il y a cette rafle et elle a la présence d'esprit. Mais je pense qu'on a des fulgurances parfois dans la vie parce que c'est le moment de l'avoir, la fulgurance. Et donc elle dit, moi j'ai des grenades, moi j'ai des fusils, toi la folle passe. Oui. Et ça a marché. Ça a marché. Ouais. Et héroïne tragique. Plus c'est gros, plus ça passe. Oui, plus c'est gros, plus ça passe. Et héroïne tragique, parce qu'effectivement, en 1945, après la mort de Missak, elle fait une profonde dépression, je crois. Elle souffre beaucoup. Et puis elle part en Arménie, non pas par choix, mais pour réaliser par choix, mais je veux dire, pas pour s'installer. Mais pour réaliser, pour transférer. En France, donc, Et elle va effectivement rester, on pourrait dire, 18 ans en Arménie, contre son gré. Elle voudrait pouvoir revenir. Oui, parce en fait, je pense que dans son... Alors, après, j'aime pas parler à leur place, je le fais jamais, mais je pense que dans son cas à elle, ayant toute sa famille en France, elle aurait aimé aller en Arménie, puis revenir, aller venir, quoi. Évidemment, c'était un pays idéalisé, plein de promesses, etc. Elle remet les carnets Enfin, elle les remet pas tout de suite, mais je veux dire, elle part avec les carnets de son mari, etc. Et malheureusement, elle est piégée. Et en plus, elle est confrontée au stalinisme, ce qui est terrible pour elle, puisque tous ses amis sont envoyés au goulag, ou arrêtés, ou questionnés, etc. Elle va même passer un petit séjour en prison parce qu'elle va prendre fait et cause, comme d'habitude, pour défendre ses amis et ses valeurs. Et donc, c'est un moment qui est terrible parce qu'elle s'est battue toute sa vie dans le comité de soutien à l'Arménie pour cette Arménie qu'elle adorait. Et finalement, quand enfin elle foule le sol arménien, c'est l'angoisse totale, en fait. Chacun s'écoute. Elle a la chance, entre guillemets, d'être dans un appartement d'une seule pièce, donc pas un appartement communal où chacun peut s'épier. Donc elle a cette chance-là, mais c'est terrible pour elle. Ouais. Rue Staline, je crois. Et en plus, elle habite rue Staline, avec la grande statue Staline. Ouais, non, je t'ai plus. Ouais, non, mais chez moi, il y a beaucoup comme ça de moments où je me disais non. Et je me dis, si demain je fais une fiction, on va dire non, mais elle exagère quand même. À un moment donné, c'est invraisemblable, mais c'est fou. Alors, c'est Armène, votre grand-mère, qui vous a beaucoup parlé de Méliné. Qu'est-ce que vous en tirez? Quelle image avez-vous d'elle? Elle vous a dit aussi... Je l'ai connue, Méliné, moi. Je sais, elle vous a dit, mais tu me connaîtras quand je serai partie. Non, elle me disait des trucs durs parfois. Un jour, Méliné m'a dit, tu sauras qui je suis quand je serai morte.
Et c'est vrai que ça m'avait glacée. Parce qu'en plus, j'étais très curieuse, moi, de tout. Mais je pense qu'elle avait besoin parce que j'étais très souriante, j'étais une enfant très... Et je pense qu'elle a voulu elle a voulu me marquer pour pas que j'oublie. Ça a marché, visiblement. Donc je dis pas qu'elle avait raison, mais... Comment avez-vous vécu le dernier mois, le mois passé, avec évidemment la panthéonisation? Quelle émotion, quelle pensée, quelle méditation est-ce que ce moment, unanimement salué d'ailleurs, hein, j'ai l'impression, hein, par sa qualité, sa profondeur, qu'est-ce que vous en pensez après avoir écrit ces deux magnifiques livres? Voilà, quels sentiments sont les vôtres? Alors moi, j'étais très très heureuse, évidemment, très émue. Le moment, la cérémonie était magnifique, le discours parfait. Mais j'étais un peu là et pas là. Enfin, c'était très très bizarre. Et puis j'ai perdu ma maman l'année passée. Et du coup, voilà, je pensais beaucoup à elle. Et je me disais, j'espérais qu'ils soient tous là en train de voir ce qui se passait quand il y a eu la projection comme ça de Missak et de Méliné sur le Panthéon. J'ai eu un moment complètement... J'étais hors sol, quoi. Je réalisais sans réaliser, mais c'est une émotion très forte pour eux, pour tous ces combattants de la liberté. Je trouve que c'était un moment important, incontournable, et que c'était à la fois sobre et grandiose à leur image, et très intense. Donc mais je pense que je vais mettre du temps à m'en remettre, en fait. Et je crois que vous avez l'intention de mettre sur pied une maison Manouchian. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste un mot? Parce que je crois que votre intention, c'est justement de ne pas uniquement centrer les choses sur leur activité résistante, mais c'est d'ouvrir beaucoup plus cette maison à différents thèmes, différents sujets. Il y a eu la réédition du livre, il y a eu le documentaire. Maintenant, j'aimerais faire la maison Manouchian avec des résidences d'artistes et des échanges entre des artistes français et arméniens, des musiciens, des comédiens, des poètes, etc., sur des grandes thématiques, l'amour, l'engagement, la foi. Voilà, après, j'ai très envie de le monter, mais ça va demander un peu de travail et de... Mais oui, je suis un peu têtue, donc je pense que voilà, la maison Manouchian, je veux la maison de leurs rêves, avec la bibliothèque de leurs rêves. Évidemment, je veux pouvoir mettre aussi des éléments de mes archives personnelles, plus des portraits qu'on a fait de Missak, de Méliné, qu'on m'a offert très récemment, plus des toiles de Krikor Bédikian, des Sanguines. Voilà, j'ai envie de faire cette maison-là pour que ça soit vivant et que ça fasse comme l'émotion que j'ai eue quand j'ai tenu les carnets de Missak. On lui a retiré à ce moment-là l'habit de martyr et il est devenu vivant. Voilà, et je voudrais que ça soit à peu près dans cette lignée. Uri, Claire, d'un point de vue peut-être plus historique cette fois-ci, l'arrivée des résistants étrangers au Panthéon, quelle pensée ça vous inspire? Moi, disons que c'est pas simplement l'arrivée des résistants étrangers, bien sûr. De Missak et Méliné, quand même, c'est aussi des personnes, c'est pas des anonymes qui rentrent et de leur groupe. Au-delà, moi, ça m'a fait penser à des moments charnières un petit peu de l'histoire arménienne de ces 100 dernières années. Donc, que ce soit les grandes commémorations du génocide dans le cinquantenaire en 65, j'étais relativement jeune, mais enfin pas tant que ça non plus, ou le centenaire. L'autre moment, moi, qui était fort, c'était l'indépendance de l'Arménie, qu'on ne pensait pas recouvrer. Personnellement, je pensais que tôt ou tard ça arriverait, mais peut-être pas à ce moment-là. Donc c'était peut-être aussi cette émotion-là, les premières grandes visites officielles, etc. Et donc ce moment aussi qui jalonne l'histoire des Arméniens, de la communauté arménienne, mais bon, qui arrive aussi à un autre moment tragique, disons, de l'histoire des Arméniens, avec la dernière guerre du Karabakh, l'expulsion des Arméniens, des 150 000 Arméniens du Karabakh, et donc une autre page tragique qui s'ouvre avec à nouveau des réfugiés, des orphelins, des résistances. Donc voilà, ça s'inscrit aussi dans voilà, c'est un moment effectivement très fort. Bon, j'ai pas du tout, bien sûr, pas pu vivre comme Katia de façon intime, personnelle, de cette façon-là. Mais bon, c'est un jalon. Alors, c'est à la fois porteur d'espérance que finalement ce soit reconnu, mais
très tardivement d'une certaine façon, mais en même temps qui ouvre, qui arrive à un moment où on a un autre moment compliqué de l'histoire des Arméniens. Donc c'est un petit peu, je dirais, mitigé au sens où c'est pas une. Non mais voilà, c'est pas une. Non mais c'est pas une. Voilà, non, quand je dis mitigé, c'est au sens où c'est pas un moment de joie intense, disons, de temps. C'est pas un moment de liesse, mais c'est un moment de réconfortant. Voilà, tout à fait. Voilà, et c'est un moment qui est important et dont il faut se réjouir. Voilà, parce que même si en effet ça arrive tardivement, ça arrive. Et c'est fait d'une main de maître, vraiment, ça a été très très bien. Bien sûr que quand on est d'origine arménienne, forcément, c'est d'autant plus important que ça arrive à un moment terrible à nouveau dans l'histoire de l'Arménie, c'est sûr. Voilà. Ouri, comme éditrice, quel fil voulez-vous tirer? Est-ce que vous avez d'autres projets liés au parcours de Missak et Méliné? Oui, on a d'autres projets. On va publier un grand travail sur les carnets, puisqu'on a bien avancé. De toute façon, là, le livre fait déjà 300 pages. On ne pouvait pas faire un livre de 800 pages. On aurait pu, mais bon, c'était quand même... Il n'y a que Missak qui l'aurait lu. Oui, voilà. Mais Missak l'a écrit. Je crois que c'est... Pour juste dire un mot sur le Panthéon, et je trouve que la cérémonie était très émouvante. Je trouve qu'il y a... surtout, la cérémonie était très belle, mais j'ai été personnellement très touchée par la veillée et par le retour du cercueil de Missak dans la clairière où il a été fusillé avec les autres camarades. Et je trouve que ce symbole était vraiment très très fort. J'étais absolument bouleversée par ce moment-là. Et voilà. Et bien sûr, Olga n'était pas morte là, Olga Banchik, mais elle était morte loin à Stuttgart. Mais je pensais vraiment très fort à eux. Et je pensais aussi à autre chose. Je pensais en fait à tous les Arméniens qui sont arrivés dans les années 20. Voilà. Bien, merci. Alors, nous n'avons pu faire qu'effleurer la grande richesse de ce qui est dans ces deux livres. C'est pourquoi, évidemment, on vous les recommande chaleureusement. Et je tiens aussi à mentionner le documentaire de Katia qui est encore disponible jusqu'au 24 mars sur le site de France Télévisions. Donc, voilà. Eh ben oui, c'est ce que j'ai vu, 24 mars. Donc voilà, il est magnifique, donc on peut le voir. J'ai eu la chance d'avoir la voix de Simon Abkarian pour Missak, évidemment, et je le remercie très, 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 très chaleureusement. Voilà, pour moi, c'est mon Missak. C'est mon Missak de maintenant. Le film est très beau, vous aurez peut-être l'occasion de le diffuser d'ailleurs, parce que ça serait vraiment intéressant. Et je pense qu'il y a eu plusieurs documentaires sur Missak et Méliné, et c'est très bien, parce que ce sont différentes visions. Mais celui de Katia, peut-être que je suis pas très objective, mais je crois que j'ai quand même raison. Parce que je pense qu'il est vraiment très beau, parce qu'il parle vraiment de tous les deux, et comment finalement ces petits orphelins, que d'ailleurs Quenard et Micha Aznavour, qui étaient les parents de Charles Aznavour, qui étaient eux-mêmes des résistants extraordinaires, qui ont fait des actions magnifiques, et qui étaient donc des amis, les appelaient nos petits orphelins. Mais comment ces petits orphelins ont eu la force d'entrer dans la résistance, comme les autres garçons aussi qui avaient vécu des choses terribles comme tous leurs camarades. Mais ces petits orphelins qui non seulement ont perdu leurs enfants, mais ont perdu leur pays. Comment ont-ils eu la force d'affronter les nazis comme ils l'ont fait? Bon, voilà, je crois qu'elle aborde par un autre regard Missak et Méliné. Et merci Katia pour ce film. Eh bien, nous cédons la parole à Simon Abkarian. Vers la France. Les pans de la nuit sont tombés en silence sur la taille nue de la Méditerranée enivrée de soleil. Le dôme sacré
du ciel étoilé s'est posé sur la mer. Il marque l'horizon. Un zéphyr léger rassemble les parfums de l'eau. Il les projette dans mes cheveux, sur mon visage. Flanc d'acier au sein de la tiédeur des sombres replis, le bateau tout éclairé fend les ténèbres. Et comme le bateau, toujours sur sa lancée au plus profond nocturne de la mer, captif de l'étendue mystérieuse, comme l'écume qui, dans une course folle, jaillit à l'arrière, mes pensées me suivent et mon âme, enfiévrée, avance. J'ai laissé mon enfance soleil, nourri de nature et tissé de misère et de privation, la noire condition d'orphelin. Je suis toujours un garçon ivre du rêve, de papier, de livres. Je m'en vais mûrir au travail de la vie et du savoir. Le désir est vaste comme la mer sans limite, indéchiffrable comme l'énigme de l'ombre. Je veux goûter la lumière de la sagesse, le vin de l'art. Et dans le grand combat de la vie, remporter des lauriers précieux. Misak Manouchian. Fresnes, le 21 février 1944. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon bonheur et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi, à ma sœur et à mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité. Et la sérénité d'un homme qui a la conscience tranquille, car personnellement, je n'ai fait de mal à personne. Et si je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé. Que je dirai adieu à la vie et à vous tous. Ma bien chère femme et mes bien chers amis, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu, ton ami, ton camarade,
ton mari. Manouchian Michel. Post-scriptum, j'ai 15 000 francs dans la valise de la rue de Plaisance, si tu peux les prendre, rends mes dettes et donne le reste à Armen. Strophe pour se souvenir, Louis Aragon. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe si vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes, la mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les morts le matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. C'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont nous survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses quand tout sera fini plus tard en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée. Oh mon amour, mon orpheline, je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Notre première rencontre, c'est Mélinée qui parle. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était fin 1934, au cours du gala qu'organisait chaque année le Comité de secours pour l'Arménie, HOC. J'étais relativement une nouvelle venue dans cette organisation dont le but était de soutenir la jeune République d'Arménie soviétique. J'étais tout à mes observations lorsque je vois un garçon s'approcher de moi, jeune, d'allure sportif, très brun. Ses yeux étaient d'un noir profond, comme la nuit qui porte en elle le soleil à venir. Tandis qu'il m'invite à danser, j'entends autour de moi des murmures. Le poète invite Mélinée à danser. Spécialement pour ce gars-là, je m'étais acheté une robe et des escarpins qui m'avaient coûté une bonne part de mes maigres économies. J'étais dans l'angoisse de mes gestes, tant je craignais d'abîmer mes vêtements neufs. Je marchais maladroitement, comme si la terre risquait de s'ouvrir au moindre faux mouvement de ma part. Nous nous élançons donc dans une valse. Mais ne voilà-t-il pas que mon cavalier me marche sur les pieds? C'était en cet instant très certainement la pire des choses qui pouvaient m'arriver. Je crois bien que mon partenaire est devenu, à ce moment précis, la personne que je haïssais le plus au monde. La valse terminée, j'ai obstinément refusé toute nouvelle danse. Le reste de la soirée, je ne cessais de regretter d'avoir pris le risque fatal d'endommager mes vêtements. Lorsqu'arrivait la fin de notre gala, mon maladroit s'est proposé pour me raccompagner. Mais j'avais contre lui un tel ressentiment que j'ai énergiquement décliné son offre. Je ne pensais qu'à mes souliers. Et je suis rentré seul. Plusieurs mois se sont écoulés depuis cette tragique soirée, jusqu'à ce que, jour de juillet 1935, ont eu lieu le congrès du HOC. Nous devions y élire son comité central. Manouchian et moi étions dans le même bureau. Nous nous rencontrions donc quotidiennement
Il venait souvent me parler, nos tables se trouvaient presque en face l'une de l'autre. Je sentais parfois son regard qui s'attardait sur moi, mais je feignis de n'y prêter aucune attention. Son regard devenait de jour en jour de plus en plus insistant. Jamais, toutefois, Manouche n'eut la moindre attitude qui pût paraître incorrecte. Un jour, enfin, il me dit « Veux-tu voir la photo de la jeune fille que j'aime ?» Je lui réponds « Pourquoi pas ?» Je le vois alors qui cherche quelque chose dans sa poche. Après avoir fouillé un moment, il en tire un objet qu'il place devant mes yeux. C'était un miroir. Et très sincèrement, je pensais qu'il s'était trompé. Je crois que vous êtes erreur. Mais il insiste. Non, 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 regarde bien ce que tu vois. C'est bien le portrait de la jeune fille que j'aime. Surtout, fais bien attention à ses yeux, car il me rappelle ceux de ma mère, qui est l'être que j'ai le plus aimé au monde. En vérité, il semble bien que c'était là une déclaration d'amour, mais je ne l'ai pas prise au sérieux. Tout d'abord, je n'avais pas dans l'idée de me marier. Et puis, l'éducation sévère que j'avais reçue à l'orphelinat ne m'avait guère préparé aux choses du cœur. Dans ces conditions, comment apprécier la mesure d'un amour qui se présente? Non seulement j'étais très loin de tout cela, mais une voix me disait en moi-même qu'en fonction des souffrances que j'avais pu côtoyer, il était de mon devoir de tout faire pour soulager ceux qui souffraient. Vu sous cet angle, mon travail dans cette organisation revêtait une importance telle que rien ne pouvait s'y comparer. J'étais également persuadé que je pouvais arriver à quelque chose, que je pouvais être utile à la mesure de mes propres espérances. Je pensais donc qu'en m'attachant à un homme, cette force intérieure que je sentais en moi risquait de s'atrophier au point de diminuer mes capacités. Mais Manouchian n'était pas de cet avis. Nouvel an. À mon professeur Boralian. Mon âme est étrangement silencieuse ce soir. Elle a pris dans ses bras un ennui sombre qui vient de tristesse à tristesse. Combien j'aurais souhaité en cet instant être la syllabe d'amour de ces chansons aériennes avec lesquelles les cœurs se tiennent chauds. Dans le miroir, en vain, je m'efforce de mettre un sourire sur mes lèvres désolées pour être l'ami du chant de la rue. Je regarde, troublé, ce moment qui tombe sur la roue de l'année autour de moi. On dirait que chaque chose vieillit. Mon âme ce soir est une mer en furie. Le vent dément de la vie bat en vain dans la voile ruinée de mes pensées. Je vais juste, avant de finir, je vais juste vous redire cette phrase de Méliné. Ses yeux étaient d'un noir profond, comme la nuit qui porte en elle le soleil à venir.